Alors, cette exposition s'appelle « Transmettre les fils du destin » et elle parle des rapports étroits qui unissent les individus et la collectivité, d'abord bien sûr leur famille et éventuellement le groupe social auquel ils appartiennent, ces liens étant plus ou moins conscients, et cette exposition a pour objectif de rendre ces liens plus visibles et d'amener chacun à les conscientiser de manière plus claire. Cette thématique est importante puisque moi je travaille comme psychogénéalogiste et ensuite analyste transgénérationnelle depuis maintenant 30 ans, et qu'au départ ce qui était une question purement, je dirais, de soins, hein, la thérapie étant quand même aussi une forme de soin, est devenu un axe de recherche très important pour moi, puisque je me suis rendu compte que, de mon point de vue en tout cas, l'expérience le prouve, l'inconscient des êtres humains est vraiment très structuré par l'existence des liens de parenté. Alors cet arbre est un lambeau d'arbre en fait, puisque c'est seulement une branche, c'est la branche du grand-père paternel d'une personne connue, Camille Claudel, que j'ai prise comme exemple, puisque j'ai une amie chercheuse comme moi, qui a beaucoup travaillé sur sa généalogie et qui a mis en lumière un certain nombre d'axes, qui du coup m'ont paru un bon support pour expliciter la dimension transgénérationnelle qui peut œuvrer dans la vie de chacun, y compris bien sûr dans la vie d'une grande artiste comme elle, même si pour elle je pense que ça a été aussi en grande partie de manière inconsciente, mais que néanmoins, on voit bien avec la postérité que son œuvre a laissé une marque très importante. On tire un fil et c'est toute la trame qui vient, dans le sens où la vie d'un individu est toujours reliée à celle d'un groupe, même si cette personne physiquement est seule, dans le sens où elle est habitée par toutes sortes de souvenirs, de mémoires et d'intentions qui, dans le fond, lui appartiennent en termes d'héritage, mais ne lui appartiennent pas en termes d'origine, de source. On hérite de souvenirs qui ne nous appartiennent pas et d'injonctions qui ne nous appartiennent pas et qu'on essaye plus ou moins, là encore consciemment, de mettre en œuvre dans notre vie. Donc là, cet arbre généalogique montre comment Camille, qui est ici, chaque ligne rouge séparant des couches de génération, est en relation très étroite, bien sûr, avec sa fratrie, son frère Paul en particulier. Mais bon, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais ce qu'on voit en remontant, c'est que jusqu'à 4 générations, il y a des influences très fortes qui vont s'expliciter après dans le détail quand on regarde ce qui se passe en particulier au niveau des répétitions, de prénoms, de dates, de naissance, de mort, de mariage. Tous les événements importants d'une vie, ceux dans lesquels on a d'ailleurs plus ou moins l'impression de choisir, sont souvent reliés à une trame généalogique qui est sous-jacente, peu éclairée la plupart du temps, et qui pourtant nous informe beaucoup sur la nature de nos choix les plus puissants, je dirais, les plus déterminants à l'échelle d'une vie. Alors, ce petit dispositif très simple est né d'abord du confinement, pendant lequel j'ai eu beaucoup de temps, bien sûr, le confinement du printemps. Et puis, c'est une représentation très simple de la succession des générations derrière un individu. Hein. Premier niveau, c'est toi ou moi, enfin voilà, c'est une personne. Derrière, 2 parents. Derrière, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents et 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents. La 7e génération étant au mur, je n'ai pas eu le temps de la finir. Hein. Et c'est aussi une façon de se souvenir que finalement, à un certain niveau, on n'est jamais seul, on est toujours la résultante de tout un ensemble d'individus. Derrière chaque personne qu'on regarde, il y a toute une arborescence, et encore là, on ne prend pas en compte les oncles, les tantes, les frères et sœurs. Et que d'autre part, ça veut dire aussi que si on remonte relativement encore proche de nous dans le temps, il y a une foule qui se tient derrière nous, hein, pour avoir une idée de ce que ça donne en comptant simplement les parents à chaque génération et en supposant bien sûr qu'il n'y ait pas de lien consanguin. En l'an 1000, il aurait fallu que nous ayons 1,5 million d'ancêtres, ce qui n'est évidemment pas possible, et ce qui veut dire aussi que tous les humains qui vivent sur cette planète, et plus particulièrement dans des zones géographiques proches, de proximité ancestrale, disons, ont probablement des liens de parenté. Enfin, ont absolument des liens de parenté. Ici, nous avons une photo d'une œuvre relativement tardive de Camille Claudel, qui s'appelle Cloto. Cloto étant la première fille de Ananke, la déesse de la fatalité. Ces 3 filles sont connues sous le nom de Parc ou de Moire, suivant les cultures auxquelles on se réfère. Et on voit que l'interprétation de Camille donne une part énorme aux cheveux. Les cheveux qui sont le premier fil, bien sûr, que nous pouvons percevoir au niveau de notre corps. Et là, ces cheveux sont vraiment quasiment des cordages, hein, qui enserrent ce personnage
qui la plombent, pourrait-on dire, et qui la maintiennent au sol comme dans un filet, finalement. Et c'est une image effectivement assez étonnante, puisque Floto tisse le fil du début de la vie, elle est en principe plutôt dévolue au nouveau-né, et que là on voit une vieille femme usée, prisonnière, captive. On peut bien imaginer que Camille, d'une certaine manière, livre là une interprétation de son rapport à ce qui a été transmis pour elle à travers les générations dans sa vie. J'ai pris l'exemple de l'arbre de Camille Claudel, comme je l'ai dit, ça pourrait être absolument celui de n'importe qui. Un arbre, qu'est-ce que c'est? C'est toujours la rencontre de deux lignées, à travers un homme et une femme, qui va donner lieu à une nouvelle naissance. Donc c'est un croisement, et parfois une empoignade. Là, on a le niveau, je dirais, le plus simple de n'importe quelle vision d'une famille, un homme, une femme, leurs enfants. Et je vais juste superposer au fur et à mesure des calques qui vont vous permettre de voir comment la lecture d'un arbre se complexifie. Donc par rapport à ce niveau tout à fait premier, dans lequel on pourrait déjà faire des observations, mais là ça n'est pas notre propos, on voit que déjà si on ajoute la génération de la descendance et des alliances, beaucoup d'informations émergent. Les informations vont être signalées par des fils de couleurs qui traversent, que là je ne vais pas détailler plus que cela, mais qui permettent quand même de se rendre compte que finalement quand on s'intéresse à son arbre dans une sorte de travail d'archéologie psychique, finalement, on voit apparaître des couches, et des couches qui sont à chaque fois porteuses de significations complexes et riches, et qui éclairent sur le destin d'un individu. C'est-à-dire que vraiment, l'individu en tant que fil est absolument solidaire de la trame qui est la sienne. Et de même que la trame a un rapport d'influence très fort et très spécifique aussi avec chaque personne. C'est-à-dire que Paul Claudel et sa sœur, par exemple, auront eu des influences très différentes de leur famille, puisqu'ils n'occupent pas les mêmes places et que de ce point de vue, ils vont être amenés à répéter aussi, plus ou moins consciemment, des choses très différentes. Donc là, vous voyez, avec ce système de mire et de calque, on arrive à voir petit à petit comment, à partir de cet individu que nous avons isolé, Camille, tout un ensemble d'informations qui se télescopent, se renvoient les unes aux autres, et s'éclairent beaucoup mutuellement. Et pour finir, juste, je vais quand même citer cette petite phrase de Camille dans une lettre qu'elle avait envoyée à Rodin. Elle disait « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente ». Et cette chose absente qui nous tourmente, c'est beaucoup, généralement, associé à un secret ou un non-dit, ou une empreinte, en tout cas complexe, traumatique souvent, qui est restée enfouie dans l'arbre et qui cherche à émerger dans la vie d'un individu. Car le génosociogramme, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça prend en compte les vivants comme les morts, comme étant finalement des acteurs qui interagissent les uns avec les autres. Et j'insiste aussi sur le fait que ça ne veut pas dire que nous sommes conditionnés par une fatalité, mais que nous sommes des héritiers, tout simplement, et que nous vivons avec un héritage qui nous invite à le prendre en considération et surtout à nous affirmer, je dirais, en tant qu'humains, en prenant en charge la responsabilité éventuelle des fautes qui ont été commises en amont de nous, non pas parce que nous en sommes coupables, mais parce que nous devons véritablement les penser. Ce qui est particulier pour nous en Occident, c'est que c'est la vie de l'individu qui est la plus importante, alors que dans une société traditionnelle, c'est la vie du clan, c'est sa pérennité, c'est même à certains égards la survie de l'espèce. Et ce qui est, je trouve, très intéressant dans cette exposition, c'est la possibilité de mettre en perspective cette primauté de l'individu dans la culture occidentale, et donc en particulier dans le travail transgénérationnel. Je pars de moi, je m'intéresse à ce qui s'est passé pour mes parents, mes grands-parents, etc. Et à partir de ça, je peux me rendre compte que quand il y a eu des manquements éthiques, ça a des effets sur ma vie, donc je suis invitée à prendre en compte ces manquements et les rendre conscients, c'est-à-dire à rectifier d'une certaine manière des nœuds embrouillés dans la généalogie. Alors que du point de vue de l'Orient, et là plus particulièrement de la Chine, puisqu'on va parler du Viking, la question c'est toujours plus de voir comment la communauté des ancêtres, des esprits, et aussi du village et de la société, peut se trouver malmenée ou au contraire plutôt encouragée, je dirais, par le positionnement d'un individu. Nous, on considère que finalement, l'individu est comme le sommet d'une montagne et que c'est sur cette base qu'il repose. Et le transgénérationnel permet de se rendre compte que la base de la montagne peut être friable et menacée d'éboulis si on ne prend pas en considération tout ce qui a été vécu, y compris ce qui a été mal vécu. Comme le dit la Bible, l'Ancien Testament, les parents mangent des raisins verts et les enfants ont les dents agacées. Ce qui est déjà une manière de dire, il y a des conséquences. Et dans toutes les traditions, en tout cas toutes celles que je connais,
on dit clairement, pendant plusieurs générations, généralement 17, les descendants vont souffrir des erreurs et des fautes, vraiment des péchés qui ont été commis par leurs ascendants. Et dans l'optique chinoise, et du Yiking en particulier, le Yiking, c'est le plus vieux livre de la culture chinoise et il est le fruit de tout un ensemble d'études, d'observations, de recoupements qui ont été faits par des générations de chercheurs, finalement, qui se sont demandé si, quand on interrogeait le hasard à travers un protocole divinatoire, si les orientations qui pouvaient s'en dégager pouvaient être systématisées et devenir une forme d'oracle, finalement, qu'on pourrait consulter et qui nous guiderait en cas d'incertitude. Donc après toutes sortes d'aléas historiques que j'épargne, ils sont arrivés à considérer qu'un ensemble de 64 figures, les hexagrammes qu'on voit ici, recoupaient les 64 situations de base, pas tant des situations psychologiques que plutôt des instantanés énergétiques, de comment est-ce qu'on pouvait se présenter à une situation et ajuster notre positionnement dans cette situation pour nourrir la vie, pour être dans le droit chemin. Et c'est le but du Yiking, qui fonctionne maintenant depuis des milliers d'années, avec toujours un certain succès, puisqu'on l'emploie même dans des cadres très concrets comme l'entreprise, les décisions comme ça. Et le Yiking porte beaucoup sur cette notion de décision et de choix. Quel est le choix juste? Quelles sont les conditions justes dans lesquelles se positionner pour que la vie continue à se dérouler dans le meilleur chemin possible pour l'ensemble de la communauté dont il est question. Là où pour nous, le point de départ du transgénérationnel en termes de thérapie, c'est plus comment un individu peut améliorer sa vie en prenant en compte les impensés de ses ancêtres. Mais on voit bien que les deux choses se rejoignent et que de ce point de vue, pensée orientale et pensée occidentale ont vraiment un lien sous-jacent très fort qui gagne beaucoup à être mis en lumière. Dans l'étymologie du caractère qui désigne le Yiking, il y a l'idée d'une structure sous-jacente, souterraine, sous la terre, et qui est aussi solide et lumineuse que le fil de soie. Un peu comme si un réseau, finalement, était sous nos pieds, ce qui veut dire aussi qu'il concerne les morts autant que les vivants, et que ce réseau est structuré selon une loi, la loi que moi j'appellerais l'éthique, et qui est commune aux vivants et aux morts. Ça, c'est très important d'entendre que dans cette idée du tissage entre les vivants et les morts, c'est toujours l'éthique qui fait le droit fil. Derrière moi, ce sont des pièces qui renvoient à l'idée du trousseau. Le trousseau est intéressant parce qu'il parle évidemment d'une continuité entre les générations. C'est une chose que les petites filles et ensuite les jeunes filles fabriquaient avec les femmes de leur famille, avec les voisines aussi, enfin avec des femmes expertes sur cette question, et qui renvoie beaucoup à cette question du fil, c'est-à-dire de savoir apprivoiser finalement le fil, le tisser, le couper, le coudre, le broder, de toutes sortes de manières, créer des vêtements, etc., avec cette dimension symbolique et très concrète aussi que la trame du tissu va envelopper le corps, mais aussi la table, mais aussi le lit. C'est que finalement on va habiller le corps et la maison depuis le mariage jusqu'au dernier souffle, puisqu'on va aller jusqu'au linceul, et que les enveloppes et les membranes cousues par ces femmes sont une manière de transmettre aussi une sorte d'éthique, en tout cas un savoir-faire, et quelque chose qui parle de l'identité aussi, puisque bien sûr il y aura les monogrammes, les broderies, tout ce qui dit que c'est lié à une personne en particulier. Donc là aussi on trouve cette alliance entre l'idée de la communauté et de l'individu, très, très très forte, très nette. Quand on parle du tissu et du tissage qui suscite les enveloppes, qui vont entourer le corps, la maison et tous les éléments de la maison, on arrive assez naturellement à l'autre pôle de cette exposition qui est la céramique, avec cette particularité que la céramique ne se dégrade pas. C'est-à-dire qu'une fois que la terre a été mise en forme et cuite, elle est indestructible dans son essence, son identité reste la même, on ne peut pas revenir à la terre originelle. Donc il y a dans l'idée de la céramique quelque chose qui renvoie beaucoup à l'enveloppe corporelle, à la manière dont on habite son propre corps, sa propre vie. C'est amusant de savoir que dans la Grèce antique, par exemple, à Athènes, quand un individu prenait trop de pouvoir et qu'on considérait que finalement il mettait la collectivité en danger, son nom était inscrit sur un tesson, c'est-à-dire sur un morceau de poterie cassé, qui était une manière finalement très évocatrice de dire que cet individu n'était plus qu'un morceau de quelque chose, mais qu'il était séparé du tout. Trop de pouvoir coupe de la collectivité, trop d'avidité, etc. Donc notre point de départ, c'était le fil, et ça va être aussi notre point d'arrivée, puisque là nous avons à la fois un exemple
médiéval d'un métier à tisser, dont on voit que c'est déjà une certaine complexité, et qui va amener par la suite une quasi-industrialisation du tissage. Et puis ici, nous avons vraiment l'aspect le plus primaire, le plus archaïque, je dirais, du fil. C'est cette intuition formidable qui dit qu'à partir d'une matière brute, enfin relativement brute, comme la laine ou le coton, on va pouvoir, avec la verticalité d'un fuseau, le poids qui donne le sens de la gravitation du fusaïol, et une certaine tension qui s'apprivoise, bien sûr, entre la matière première et le fuseau, on va réussir par un mouvement de torsion et de balancement à obtenir cette merveille, le fil, qui par la suite va donner des choses tellement complexes à travers la broderie, la couture, etc. Mais au départ, ce simple instrument, qui est aussi ancien quasiment que notre espèce, là on a des choses qui sont comparables à ce qu'il y avait au néolithique, finalement est toujours inscrit en filigrane dans notre mémoire. Et comme me l'a dit très joliment Annemie, la tisserande qui est à l'origine de ce travail avec son mari Richard, c'est un geste, le filage, que tous les humains ont en eux, comme si vraiment c'était intégré dans notre ADN. Nous savons tous filer. Après, bien sûr, ça peut prendre un petit peu de temps de le retrouver, mais c'est accessible à tous, comme faire du feu. Ça fait partie de notre ADN.